Comme il n'avait pas de flotte régulière, il louait les services de mercenaires dont le rôle était de harceler l'ennemi. À partir du XVIe siècle, 1 million d'Européens sont réduits à l'esclavage en Afrique du Nord. Pour relativiser ce chiffre, il convient de mentionner qu'on compte aussi des esclaves musulmans en Europe et que les Européens ont réduit à l'esclavage un nombre beaucoup plus élevé d'Africains noirs pour les déporter en Amérique. Au XVIe siècle, la piraterie est monnaie courante. On vit avec la peur d'être attaqué en mer. C'est un risque majeur. Que l'on soit un pêcheur ou le capitaine d'un petit bateau de Naples, Palerme ou Messine, on court tous les jours le risque de se faire capturer. Et il faut ajouter que dans les régions côtières, en Andalousie ou dans le sud de l'Italie, on peut être soumis à des razzias où les femmes et les enfants sont également menacés. Dans certains cas, la moitié du village pouvait être capturé. Au Danemark aussi, on a entendu parler des corsaires et des mercenaires musulmans. On savait ce qui se passait. Les capitales européennes étaient en contact permanent entre elles. Le dimanche, dans les églises, on faisait des quêtes pour l'argent des rançons. Les marins qui allaient de ville en ville colportaient les nouvelles. Holberg a été pris en chasse par un bateau pirate et a écrit cette histoire. Donc tout se savait. Don Quichotte raconte l'histoire d'un captif qui revient d'Alger. C'est une histoire directement inspirée de la propre expérience de l'esclavage de Cervantes. Don Quichotte deviendra son œuvre majeure. Don Quichotte et son valet Sancho Panza séjournent dans une auberge où entre un petit groupe de personnes. On persuade l'un d'eux de raconter son histoire. C'est ce qu'il fait. Il s'avère qu'il vient d'arriver d'Alger, en Espagne, sur un bateau. Il s'est enfui d'Alger, où il était prisonnier, exactement comme Cervantes l'avait été. Il s'est échappé avec une princesse maure, très riche et incroyablement belle. À l'université de Copenhague, des recherches sont menées sur l'empreinte de l'islam sur la littérature européenne. On relit les œuvres de Cervantes. Dès ses premiers écrits, des pièces de théâtre, il parle des esclaves chrétiens en Afrique du Nord. Tout le monde s'accorde à dire que dans ses pièces, il emprunte beaucoup à ses expériences personnelles. Il est évident que dans ces pièces qui parlent de prison, il cherche à attirer l'attention du public sur ce problème et peut-être même de convaincre le roi d'envoyer sa flotte en Afrique du Nord pour libérer les captifs. Don Quichotte est un projet complètement différent. Le but est de parodier les romans de chevalerie, très populaires à l'époque. Et ainsi de se moquer de la mentalité des Espagnols, de leurs prétentions et de leur culte de l'honneur.
L'intérêt de réduire des Européens à l'esclavage est de pouvoir exiger une rançon. Les nouveaux maîtres de Cervantes pensent qu'il vient d'une riche famille espagnole. C'est pourquoi il est détenu dans le bagne des aristocrates. Le concept de rançon date de l'Antiquité. C'est une pratique qui fait partie de l'art de la guerre et qui autorise à rendre esclaves les prisonniers de guerre. Wolfgang Kaiser est allemand et il enseigne à la Sorbonne à Paris où il fait des recherches sur l'esclavage en Méditerranée. On savait très vite qu'un bateau avait été capturé. Les captifs devaient alors dire au plus vite et avec précision où ils étaient, qui était leur maître et où ils demeuraient. Pour cela, ils écrivaient des lettres ou faisaient passer des messages. Bien sûr, ce n'était pas comme si Alger, Tunis ou Tripoli ou les ports marocains sur l'Atlantique étaient complètement isolés de l'Europe. Bien au contraire, ils faisaient du commerce avec les Européens. À la Bibliothèque royale de Copenhague se trouve un livre en vélin du XVIIe siècle, écrit par le père Pierre Dane, qui a abondamment voyagé en Afrique du Nord. Il y décrit les cachots et les bagnes d'Alger. Il dresse la liste des esclaves français qui attendaient une rançon, des marins de la France entière. Lorsque le montant de la rançon est réuni, le nom du captif doit être ajouté à la liste des esclaves qui peuvent être libérés. Les listes comportaient des descriptions individuelles. Elles étaient vérifiées à Alger, Tunis ou Tripoli par des fonctionnaires. Dans le cas de rançons privées, tout était vérifié pour que soit relâchée la bonne personne. Bien que nous soyons au XVIe siècle, le courrier marche parfaitement bien. Et les captifs doivent écrire des requêtes pour leur rançon. Les lettres sont acheminées par bateau vers les ports. Le courrier n'était pas un problème. Il n'était pas interdit d'écrire, puisque le but était d'échanger les prisonniers contre des rançons. Il était obligatoire de leur permettre de communiquer avec leur famille. Dans certaines archives, tant en Europe qu'en Afrique du Nord, on peut retrouver la mention de rançon pour des Européens. À Tunis, on a retrouvé des fascicules qui mentionnent la présence d'esclaves danois. La seule source qui nous indique un chiffre basé sur des documents. Ce sont les archives du consulat de France à Tunis, à la fin du XVIe jusqu'à la fin du XVIIe siècle, où nous avons des contrats de gens à racheter. Bon. Et sur l'ensemble du XVIIe siècle, on a à peu près 3000 contrats. Mais ça, c'est un chiffre minimum. Minimum parce qu'il y a plein d'autres pour lesquels on n'a pas de contrat, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le professeur de la Sorbonne, Wolfgang Kaiser, a une théorie. Le concept de transfert de fonds entre différents pays daterait des transits d'argent pour les rançons. La livraison directe d'argent était possible. C'était dans les attributions de la plupart des ordres religieux. Mais on devait payer une forte commission. Après tout, il fallait garantir que l'argent arrive à bon port. Auparavant, les rançons voyageaient en Europe par voie terrestre, mais c'était très risqué. On avait créé des relais où l'on pouvait changer de l'argent. On rassemblait l'argent, puis on convoquait un marchand qui jouait le rôle de correspondant. Les Danois avaient des correspondants à Venise pour organiser les affaires de la collecte de fonds pour les esclaves danois. Les Anglais avaient leurs correspondants à Livourne.
En 1574, Cervantes est esclave à Alger. En Espagne, on s'active pour racheter sa liberté. Mais il n'a plus son père et sa famille est loin d'être riche. Obtenir des garanties pour la rançon prend du temps. Cervantes essaie de s'évader. Il est rattrapé, mais il n'est pas exécuté. Je crois qu'on n'a pas tué Cervantes parce que la rançon exigée était considérable. Économiquement parlant, il avait une forte valeur ajoutée. Malgré son statut d'esclave à Alger, Cervantes décrit la société musulmane sur un ton neutre. Cervantes n'est pas du tout hostile à l'islam. Au contraire, il est très attiré par cette religion. Cervantes en loue l'esprit de justice. Même s'il critique les théologiens turcs, paradoxalement, le personnage dont il parle le plus tout au long de son œuvre est Allah. Dans les années 1570, l'Espagne est sous la coupe impitoyable de l'Inquisition. L'islam avait beaucoup moins de préjugés que la chrétienté, particulièrement en Algérie où la société était très tolérante et très ouverte à l'époque. Par exemple vis-à-vis de l'homosexualité ou même de la bisexualité. Il y avait beaucoup de bisexuels. Dans beaucoup d'écoles, ils avaient ce qu'on appelait en espagnol garçones, des amants. C'est condamné par le Coran, mais c'était très pratiqué à Alger parce que c'était une société en dehors des conventions. Les femmes avaient le droit au plaisir. Certaines femmes entraient dans les bagnos la nuit. Elles soudoyaient les gardes, y passaient la nuit et en sortaient le lendemain. Bien sûr, si on vous surprenait au lit avec une femme musulmane et que vous étiez chrétien, vous étiez menacé de mort. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils en arrivaient à ces extrémités, se sont convertis à l'islam. Il y avait des tavernes dans les bagnes. On y servait de l'alcool. Il y avait aussi des chapelles où l'on pouvait assister à la messe et se confesser auprès de prêtres. Il y régnait une grande liberté de mouvement, qui bien sûr avait ses limites, surtout lorsque les bateaux ennemis étaient repérés au large, puisque cela pouvait faciliter les évasions. Mais sinon, on pouvait voir les captifs participer à la vie sociale de la ville. Dans son Don Quichotte, Cervantes décrit la vie au bagne. L'histoire est sinistre, mais elle est agrémentée d'une histoire d'amour. Un jour où j'étais avec mes compagnons sur une terrasse, je vis un baluchon au bout d'un bâton qui dépassait d'une fenêtre en contrô. Un de mes compagnons se précipita sous le baluchon. Mais quelqu'un releva le bâton et mon compagnon revint parmi nous. Je me sentis obligé de tenter ma chance. Alors que je m'avançais sous le baluchon, quelqu'un le fit descendre jusqu'à mes mains. Je défis le nœud et je trouvais des pièces d'argent mort et une petite croix en paille. J'étais heureux, mais je me demandais pourquoi c'était à moi que l'on faisait ce présent. Je levai les yeux et vis une main blanche comme la neige qui nous faisait signe. Nous montrâmes notre gratitude en nous inclinant à la manière des morts. La blancheur de la main donnait à penser que c'était une esclave convertie à l'islam, comme les maîtres en épousent souvent. La suite nous prouva que nous étions loin de la réalité.